Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au premier panel de 2024 de l'Agence de mobilité durable qui va porter sur le thème Mobilité et économie circulaire, perspective sur un domaine émergent. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour ce rendez-vous, que vous soyez dans la salle ou avec nous via la webdiffusion. Pour cette 6e édition, l'Agence de mobilité durable voulait réunir des experts de différentes organisations clés, autant dans la mobilité que dans le domaine du développement durable, pour discuter, comme vous le savez, de ce sujet qui est l'économie circulaire, qui est un domaine émergent, mais très, très prometteur pour réaliser en fait nos objectifs de diminution de la possession automobile, nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre également. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Gabrielle Lamontagne-Allé. Je suis journaliste spécialisée et je dirais aussi passionnée par les enjeux environnementaux depuis une dizaine d'années. Depuis 2 ans, je travaille à l'émission Feu vert, qui est un rendez-vous hebdomadaire sur l'environnement qui est diffusé tous les dimanches après-midi à la radio de Radio-Canada. Donc, je suis recherchiste et chroniqueuse à l'émission. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très heureuse aussi qu'on ait pensé à moi pour ce panel parce que c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années, l'économie circulaire. Quand on pense à l'économie circulaire, souvent, d'emblée, là, on va penser au projet de valorisation des matières résiduelles, au projet de recyclage. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça et on va le voir ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, je m'étais penchée l'automne dernier pour Feu vert sur l'économie collaborative, en fait, appliquée à la mobilité durable. Et j'avais découvert vraiment plusieurs choses très, très intéressantes parce que c'est l'économie collaborative, on va le voir tout à l'heure, c'est une des 12 stratégies qui figurent parmi les stratégies de l'économie circulaire. C'est évident, comme je disais tout à l'heure, si on veut atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, nos objectifs de diminution aussi de la possession automobile pour tendre vers une ville qui est plus conviviale, qui est plus sécuritaire, l'économie circulaire va nous offrir plusieurs outils très, très pertinents et même possiblement essentiels. Et justement, ce midi, on va découvrir ensemble de quelle manière c'est possible d'intégrer plusieurs stratégies de circularité au projet de mobilité durable avec des exemples déjà existants, mais aussi des projets qui sont en cours de développement présentement. Et on va évidemment aborder les défis, mais surtout les avantages pour les organisations puis pour la collectivité aussi de tendre vers une mobilité qui est plus circulaire. Alors, avant de plonger dans le cœur de notre sujet puis de vous présenter plus officiellement nos 4 panélistes, je précise qu'en tout temps pendant l'événement, vous pouvez utiliser le hashtag de l'Agence de mobilité durable sur les réseaux sociaux, donc RDV Agence Mobilité sans accent MTL. Par contre, pour éviter de perturber le déroulement du panel, surtout si vous êtes dans la salle, on vous demande, si ce n'est pas déjà fait, d'éteindre vos sonneries de téléphone cellulaire pour la prochaine heure. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos 4 panélistes qui vont participer aux échanges aujourd'hui. En partant de ma gauche, Milo Aongia, qui est directeur adjoint planification et intelligence d'affaires chez Bixi Montréal. Natacha Beauchesne, qui est commissaire au développement économique à la Ville de Montréal. Julie Bachand-Marleau, qui est conseillère principale en planification stratégique et développement durable à l'Agence de mobilité durable. Et finalement, Gabrielle Michaud, qui est chargée de projet en logistique durable chez Coop Carbone. Alors, bonjour à vous 4 et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci. Bonjour. Évidemment, pour commencer, je propose qu'on commence par définir ce qu'on entend par économie circulaire. Natacha Beauchesne, c'est un concept avec lequel vous travaillez de plus en plus à la Ville de Montréal. Comment, de votre côté, vous définissez cette approche ou ce concept-là? Oui, bien, si je peux peut-être simplifier un peu, c'est quoi l'économie circulaire? Présentement, on est dans un modèle économique qu'on dit linéaire, c'est-à-dire qui se base sur les étapes suivantes. On extrait, on produit, on consomme, on jette. On comprend rapidement que c'est un modèle qui n'est pas viable écologiquement. Parce que pourquoi? On est, comme le disait tout à l'heure, on est dans une crise climatique. Il faut travailler à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aussi, il y a aussi un contexte de rareté des ressources. Il y a aussi une empreinte matérielle qu'il faut aborder. Et l'économie circulaire, c'est ce que ça nous permet d'aborder. D'autant plus vrai dans tout ce qui est la transition en mobilité. On parle de transition énergétique beaucoup. Mais il y a une rareté déjà de plusieurs ressources, une raréfication des ressources qui sont critiques à cette transition-là, qu'on pense au cobalt, au lithium, au nickel, etc.
Donc, l'économie circulaire, c'est un nouveau modèle économique, un système de production, d'échange et de consommation qui nous permet, dans le fond, d'optimiser l'utilisation des ressources à l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un bien ou d'un service. Donc, l'objectif, c'est vraiment de repenser nos modes de production et de consommation pour utiliser moins de ressources, donc extraire moins de ressources à la source, mais aussi optimiser l'utilisation des ressources tout au long de leur cycle de vie pour soit utiliser les produits plus fréquemment, utiliser les produits plus longtemps ou encore donner une nouvelle vie aux ressources. Donc, on souhaite extraire moins en amont, jeter moins en aval et aussi réduire la consommation de ressources pendant tout le processus ou en tout cas avoir moins de rejets. La Ville de Montréal, comme on le disait, on s'intéresse énormément à l'économie circulaire parce qu'on a des grands objectifs de transition écologique. Que ce soit de devenir carboneutre ou encore de devenir zéro déchet d'ici 2030. Donc, pour y parvenir, on pense vraiment que l'économie circulaire, c'est la voie à suivre, une des voies à suivre, en tout cas, un des grands contributeurs. C'est pour ça qu'on a tenu une grande consultation l'année dernière sur un projet de feuille de route montréalaise en économie circulaire. Dans le fond, c'est le premier exercice de planification spécifique à l'économie circulaire pour la Ville de Montréal, dans lequel on établit, dans le fond, des grandes orientations et grandes priorités stratégiques qui dit comment on va aider, accompagner l'écosystème pour se transformer vers ce nouveau modèle économique-là. On a identifié, entre autres, cinq chaînes de valeur sectorielles prioritaires. Alors, on parle de tout ce qui est le secteur de l'environnement bâti, naturellement, tout ce qui est construction, rénovation, démolition, tout ce qui est le système alimentaire, tout ce qui est les textiles, les plastiques et surtout aussi la mobilité, la logistique et la mobilité, parce que c'est vraiment un des grands contributeurs. Comme je le disais, on parle beaucoup, quand on parle de mobilité, de réduire l'empreinte carbone, mais l'empreinte matérielle aussi, il faut la réduire. Et c'est là qu'on trouve qu'il faut vraiment penser ce système-là dans un système davantage de circularité. Si on regarde dans le monde, quand je vous dis qu'on est dans une économie linéaire, il y a des chiffres qui le prouvent. À chaque année, on publie le rapport sur l'indice de circularité mondiale. Et présentement, on est à 7,2 circulaire seulement dans le monde. Québec, c'est encore pire, on est à 3,5 Montréal, on est en train de développer l'indice qui devrait paraître au cours des prochaines semaines. C'est pas plus réjouissant, bien. Donc, il faut vraiment travailler ensemble pour essayer d'augmenter cet indice de circularité-là. Puis je pense d'ailleurs qu'on a un objectif de 17 qui va être revu. Qui va être revu d'ici 2030. On avait mentionné dans notre petite feuille de route qu'on se donnait le droit de revoir cet objectif-là une fois qu'on aura l'indice de circularité. Et effectivement... ce sera revu de manière plus réaliste, possiblement. En tout cas, il va y avoir peut-être un espace temporel un peu plus grand. Parce que quand même, les bénéfices sont non négligeables. Tu sais, la Fondation Ellen MacArthur, je pense, avait établi qu'à 17 si le monde entier atteignait cet indice de circularité-là, on atteindrait en fait les objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est vraiment non négligeable. Effectivement, en doublant le taux de circularité mondial actuel, on atteint nos objectifs de Paris. C'est ça. Donc, il y a tout un potentiel, on le comprend. Julie Bachand-Marleau, j'ai mentionné plus tôt en introduction qu'il existe 12 stratégies de circularité. Lesquelles est-ce qu'on peut appliquer au domaine de la mobilité? La réponse courte à cette question-là, c'est qu'on peut toutes les appliquer au domaine de la mobilité. On a d'ailleurs fait l'exercice à l'Agence de mobilité durable parce que quand on s'est intéressé au sujet, on connaissait peu d'exemples, donc on a réalisé un balisage pour nous permettre de trouver des applications qui nous inspirent, autant au niveau local qu'ailleurs à l'international. Puis on a trouvé plusieurs exemples d'applications là, pour chacune des 12 stratégies. Maintenant, Natacha, on a bien parlé tout à l'heure, il y a différents types de stratégies qui correspondent aux étapes de cycle de vie d'un produit. Je ne vais pas nommer des exemples pour les 12, évidemment. Peut-être un petit élément intéressant à souligner d'abord, c'est que dans plusieurs des exemples qu'on a trouvés, il y avait une combinaison de plusieurs stratégies de circularité dans un même produit ou un même service. Donc, ça, c'est un élément qu'on a retrouvé assez fréquemment. Ensuite, évidemment, il y a quand même certaines stratégies qui sont peut-être plus pertinentes quand on se penche sur la mobilité durable ou la mobilité dans un contexte urbain. On a parlé un petit peu de la logistique urbaine tout à l'heure, donc l'optimisation des opérations, ça c'est le nom de la stratégie
qui correspond à cette pratique-là. Donc, c'est le fait de revoir nos processus dans une organisation pour notamment mieux prendre en compte la consommation d'énergie, la consommation des matières premières, puis les rebuts qui sont générés. Donc, le fait de se pencher sur la logistique, comme par exemple à l'agence, bien, ça peut se traduire par le fait d'évaluer de quelle manière on réalise les tournées pour la surveillance du stationnement sur rue. Bien, ça, c'est un moyen concret là, qui s'applique bien à la mobilité. Sinon, il y a aussi l'économie de fonctionnalité, qui est quand même une autre stratégie qu'on voit beaucoup qui est appliquée à Montréal. Ça, c'est le fait de vendre l'usage d'un produit plutôt que le produit lui-même. Donc, un exemple assez connu, c'est par exemple Communauto qui fournit un service de partage de véhicules. Quand on s'abonne à Communauto, ce n'est pas une voiture qu'on achète, on achète la possibilité d'utiliser un véhicule quand on en a besoin. Peut-être une dernière stratégie que je trouve intéressante à mentionner, c'est la stratégie d'éco-conception. C'est une stratégie qui est vraiment plus en amont là, dans le cycle de vie d'un produit. Puis c'est très important aussi de l'utiliser quand on pense à la mobilité parce que pour se déplacer, bien, on a inévitablement besoin d'un véhicule, là, quel qu'il soit. Donc, pour la fabrication des véhicules électriques, bien, l'éco-conception, c'est à la base même du fait de vouloir utiliser l'énergie électrique pour faire déplacer les véhicules ou encore, par exemple, le fait de concevoir des vélos qui se réparent plus facilement, mais c'est un autre moyen de prolonger le cycle de vie des vélos dès l'étape de la conception. Excellent. Puis justement, histoire qu'on se plonge un peu dans des exemples concrets, je serais curieuse de savoir comment dans vos organisations respectives vous intégrez à l'heure actuelle ou de façon projetée peut-être certaines stratégies de circularité dans vos activités de mobilité, évidemment. Là. Vélo, bien sûr. Donc, pour Bixi Montréal, on n'a pas une politique en soi à l'interne. Cependant, je pense qu'on incarne cette volonté de la ville de mettre de l'avant l'économie collaborative. Enfin, on est vraiment le symbole disons, partagé, comme on est un opérateur qui s'occupe d'équipements qui appartiennent à la ville. On est ce symbole-là, en fait, d'économie collaborative. Donc, pour Bixi, c'est vraiment de rendre disponibles, accessibles ces équipements à le plus de personnes possible, au plus grand nombre possible. Dans notre planification, on identifie toujours les emplacements qui nous permettent de vraiment aller chercher le plus d'utilisateurs possible, s'assurer que les gens peuvent avoir accès aux services et développer des stratégies pour améliorer, en fait, la disponibilité des équipements. Tout le monde le voit, le Bixi a grandi beaucoup dans les dernières années. Ça c'est lié à une utilisation, une adhésion surtout de la population au service Bixi. Donc, la Ville de Montréal achète des équipements, Bixi Montréal les opère et la population répond en les utilisant. Donc, il y a un peu une stratégie de juste, en anglais, en fait, construisez-le puis les gens vont venir, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'on voit avec Bixi. Ajouter des équipements, les gens vont utiliser des équipements. Donc, pour nous, vraiment, notre stratégie, c'est de s'assurer au niveau qualité du service, proximité de la population, on est présent puis on s'assure que les gens ont accès au service, en fait. Et j'imagine que l'éco-conception en fait partie aussi. Je dirais éco-conception, pas nécessairement dans le cadre du vélo, car ce n'est pas nous qui les faisons. Mais c'est vraiment juste s'assurer d'être le meilleur. Disons, proximité client, c'est vraiment au centre de ce qu'on recherche. En fait. Tout à fait. De côté de Coop Carbone, peut-être? Oui. En fait, chez Coop Carbone, nous autres, on a plusieurs rôles à travers lesquels on aborde la logistique durable, la mobilité durable aussi. Donc, mobilité, les personnes, logistique, les marchandises. Moi, je vois ça de deux façons différentes. On peut développer la circularité dans le transport lui-même ou mettre le transport au service de l'économie circulaire. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir des véhicules électriques là, où est-ce qu'ils étaient à essence, mais aussi penser la manière dont nos réseaux logistiques fonctionnent, puis avec quels autres joueurs, par exemple, dans mon secteur, dans mon marché, est-ce que je peux travailler, collaborer pour réussir à partager, par exemple, je ne sais pas, de l'espace d'entreposage ou de l'espace dans les camions. Donc, c'est ce qu'on appelle la mutualisation, mettre en commun des actifs pour qu'ensemble, on réussisse à faire plus avec moins, comme si ensemble, on travaillait dans la même équipe. Donc, en logistique durable, on aide à déployer aussi des solutions d'infrastructure partagées pour la livraison de colis
du dernier kilomètre et on le fait en vélo cargo. Ça, c'est le projet Colibri. On le fait aussi avec des projets d'accompagnement de petits agriculteurs, des agriculteurs de proximité qui mettent ensemble leurs activités de livraison qui sont tout à fait atroces dans la quantité de coûts et le temps que ça leur demande et pas du tout leur cœur de métier. On les aide à mettre ça en commun pour réussir à livrer plus efficacement et soutenir leurs clients restaurateurs ou les organisations de sécurité alimentaire qui soutiennent. On réussit à les conseiller pour qu'ils réduisent leurs coûts, par exemple de 17 par rapport à l'année précédente. Ça, c'est juste l'analyse. Et dans la performance réelle, les chiffres vont arriver cette année, mais ils me disent que ça va être encore plus, tout en augmentant la quantité de matière déplacée de 15 diminuant les émissions de GES de 15 Donc, vraiment, cette idée de faire plus avec moins, de travailler plus intelligemment, c'est des solutions comme ça qu'on aide à déployer avec Coop Carbone. Mhm. Je vais peut-être Oui, rebondir un Milo, peu ouais. sur ce que Gabriel a présenté. En fait, même au niveau de mutualisation des équipements, Bixi, on opère un équipement qui appartient à la ville. L'agence de mobilité également, l'équipement, l'espace, en fait. Donc, on a aussi des démarches avec l'agence pour favoriser l'utilisation des équipements, non seulement optimiser disons, la ressource espace, les stationnements, puis s'assurer que les gens puissent avoir accès aux services Bixi, mais avoir accès à d'autres services qui se retrouveraient aussi présents, notamment Communauto, entre autres. Donc, on y va de stratégie, surtout de partenariat avec que ce soit Communauto, l'Agence de mobilité durable et autres transports en commun, en fait. Mhm. Pour participer ou en tout cas contribuer à faciliter ce cocktail de transport, en fait. Hein. Effectivement, pour favoriser l'intermodalité, on veut s'assurer d'être rejoindre le plus de populations possible. Donc, développer nos partenariats qui nous permettent de nous rapprocher, en fait, des populations, d'où les gens habitent, mais d'où les gens vont travailler, par exemple. Mhm. Julie? Oui, le point qui a été soulevé par Milo faisait partie des éléments que je voulais mentionner au niveau de ce qu'on fait à l'agence en termes de circularité. Évidemment, le concept de pôle de mobilité, on commence à le déployer progressivement sur le territoire. Puis, ça, c'est une application concrète de la stratégie d'éco-conception dont on a parlé tantôt parce que dès le moment où on planifie comment on va aménager ces espaces-là, on prévoit évidemment l'utilisation de matériaux ou de végétation qui sont le plus respectueux de l'environnement, mais dans le cas des pôles de mobilité, ce qui est particulier, c'est qu'on prévoit aussi, comme Milo l'a mentionné, de réserver de l'espace pour permettre l'utilisation ou faciliter l'utilisation de d'autres façons de se déplacer que la voiture individuelle. Donc, du même coup, on permet aussi à des partenaires, donc on agit plutôt à titre de facilitateur ici, de donner accès à la mobilité partagée dans un endroit qui est vraiment privilégié. On a plein d'autres moyens aussi d'intégrer la circularité dans nos activités à l'agence. Notamment, je pense à nos équipements de perception qu'on trouve sur rue pour le stationnement tarifé. Donc, on a des bornes de paiement, on a aussi des panonceaux avec les numéros de place. Puis, évidemment, tous ces équipements-là, il faut les entretenir. Puis, on a adopté depuis quelques années maintenant une approche cycle de vie qui nous permet vraiment de maximiser l'utilisation de chacune des composantes. Comme par exemple, sur le dessus des bornes de paiement, il y a des panneaux solaires qui viennent en 2 morceaux. Donc, quand il y a un morceau qui est défectueux ou inutilisable, on conserve l'autre morceau. Puis, quand on récupère la pièce manquante, on peut les réinstaller sur une autre borne plutôt que de se réapprovisionner en composantes neuves. Finalement, peut-être un dernier champ d'application potentiel, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est les véhicules qu'on utilise à l'agence parce qu'on est quand même beaucoup sur les routes, autant pour nos activités de surveillance que pour la gestion du stationnement. Et puis, on souhaite progressivement électrifier notre parc de véhicules. Donc, ça, c'est une première façon qu'on peut réduire nos émissions. Mais l'idée, ce n'est pas non plus simplement de remplacer un véhicule à essence par un véhicule électrique, pardon. C'est aussi d'optimiser l'utilisation qu'on fait de ces véhicules-là. Donc, s'assurer qu'on achète le nombre de véhicules dont on a réellement besoin. Puis aussi de voir les alternatives possibles à l'utilisation d'une voiture traditionnelle. Donc, il y a déjà plusieurs modes alternatifs qu'on a testés ou qu'on est en train de tester, comme les trottinettes électriques ou les vélos. D'ailleurs, ça fait plusieurs années là, qu'on a une équipe qui utilise le vélo pour se déplacer. Puis pour la première fois cette année, ils prolongent l'expérience même durant la saison froide. Excellent, Puis Natacha. peut-être, Ouais. c'est sûr qu'en tant que Ville de Montréal, on travaille
l'élaboration de tout ce qui est la mobilité, etc. Mais moi, je voulais parler plus peut-être en tant qu'organisation, en tant qu'administration municipale. On peut travailler de différentes façons. C'est sûr qu'on a nos flottes de véhicules, comme on vient de le mentionner, qu'il faut optimiser. Puis il faut penser aussi à la fin de vie, parce que là, présentement, ça va bien, on achète des véhicules électriques, mais la fin de vie des premiers véhicules électriques s'en vient. Fait qu'il faut penser à toute la mise en place de cette filière-là de recyclage des batteries des véhicules électriques aussi. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire en tant qu'administration ou organisation dans le cadre de notre approvisionnement. Montréal, c'est quand même 3 milliards d'achats annuellement. Donc, on peut vraiment influencer le marché. Fait qu'on commence à travailler. Puis là, on a intégré des critères de circularité dans notre nouvelle politique d'approvisionnement responsable. Mais là, on est vraiment dans la réflexion de voir comment on va pouvoir davantage intégrer la circularité justement dans tout ce transport logistique, livraison de ces biens-là et services qu'on acquiert. Donc, ça, c'est toute une réflexion qui est en cours pour essayer d'être plus circulaire, même au niveau des approvisionnements, pas juste dans le cadre de notre planification du territoire. Puis je vous écoutais à tour de rôle. Il y a énormément de gains, je pense, à aller chercher de tout ça. Il y a des défis certainement, certaines contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Si on se penche de ce côté-là, quel rôle les stratégies d'économie circulaire jouent dans le développement économique de la ville, Milo? Oui, de notre point de vue, c'est évident qu'au niveau de la planification, on cherche à être un outil qui permet aux gens, ou un véhicule qui permet aux gens de se rendre d'un point à un autre. Donc, leur point d'intérêt, que ce soit la maison, l'école, le travail, 60 des déplacements Bixi sont effectués vers le travail. Donc, on le sait, on doit pouvoir desservir les pôles générateurs de déplacement qui sont liés qui sont des pôles économiques ou commerciaux. Donc, nous, dans la planification, on détermine les emplacements en conséquence de ça, en fait, pour s'assurer de pouvoir accueillir. On a 10 000 vélos maintenant, donc accueillir 10 000 vélos dans ces sites-là, en fait. Donc, nous, nos stratégies, c'est vraiment de pouvoir démarcher et obtenir des espaces disponibles qui nous permettront de mieux favoriser le fait que les gens veulent se rendre au travail, puis d'être un outil que les gens peuvent utiliser et faire confiance. Et inévitablement, on peut se dire que ça peut avoir un impact positif sur la situation financière des ménages aussi. Effectivement, on est quand même un système qui est abordable. Ouais. Donc, beaucoup moins cher que posséder un véhicule. Quand même moins cher aussi que d'utiliser un abonnement, en fait, mensuel de la STM. Donc, on cherche à mettre de l'avant l'idée qu'on est accessible pour tous. Bon pour moi, bon pour tous, c'était notre campagne l'année dernière. Donc, on veut faire en sorte que les gens choisissent Bixi et on s'inscrit, en fait, à certains égards, dans certains types de déplacements comme la meilleure option. Et puis, c'est ce qu'on fait valoir auprès de nos usagers, en fait. Puis, ils nous le rendent bien, en fait, en termes de, je l'ai mentionné, on a doublé, en fait, Bixi Montréal a doublé en termes d'utilisation dans les 2 dernières années. On a ajouté des équipements, mais on n'a pas acheté 2 fois plus d'équipements. Donc, il y a vraiment plus d'utilisateurs. On parle de 1,5 600 000 personnes, utilisateurs uniques, qui utilisent Bixi. Donc, on réussit à rejoindre les gens de différents types de ménages. Notamment, dans les dernières années, on a avec le vélo à essence électrique, qui est partagé, bien évidemment, mais qui permet à des gens d'un peu être initiés à l'utilisation du vélo en ville. On allait chercher une part de population qui peut-être ne faisait pas de vélo. Avec la tarification qui se fait maintenant à la minute, on est allé chercher des gens peut-être plus jeunes qui, eux, payer un abonnement, c'est un peu trop cher pour eux. Donc, des abonnements mensuels à 20 ou tarification à la minute. Donc, on réussit à aller chercher des segments de la population qui font grandir, en fait, Bixi, l'utilisation de Bixi. Et de l'autre côté, ça se traduit pour, disons, c'est quand même 350 emplois directs, indirects. On inclut les gens de cyclochrome qui réparent des vélos Bixi. Donc, plus les gens utilisent Bixi, eh bien, plus il y a de travail ou d'emplois qui sont associés, qui amènent à grandir également, en fait. Effectivement. Gabriel, de votre côté, au niveau du développement économique de la ville, quel avantage on y voit? Je vous ai parlé tout à l'heure justement du projet Colibri. Une des choses qu'on a développées dans la manière de déployer cette infrastructure-là, c'est son aspect partagé. Parce que ce n'est pas nous l'opérateur du service de livraison, c'est des compagnies comme Nationex, Purolator, FedEx. Ils ont chacun un espace, un local, et bon, on peut même en accueillir plus. Et ça leur permet de diminuer le coût du pied carré d'environ 20 parce qu'on réussit à partager ensemble certains espaces comme le quai de chargement des allées de circulation. Parce que ces compagnies-là n'ont pas besoin chacune de s'ouvrir chacune son propre entrepôt. C'est beaucoup plus intelligent, encore là, travailler comme si on faisait partie d'une seule et plus grande équipe. J'ai mentionné avec les agriculteurs qui peuvent diminuer leurs coûts de manière assez importante, mais aussi il y a des projets
qu'on soutient, qu'on déploie pour la promotion des pratiques circulaires dans le transport. On a une certification qui s'appelle livraison durable. Ça porte bien son nom. Ça permet donc à des joueurs dans l'économie qui opèrent une livraison plus durable de se démarquer. Et ça a été validé carrément. Il y a des compagnies qui sont certifiées, qui l'ont utilisé récemment à travers leur marketing. Même, ils nous demandent de produire plus de matériel marketing pour leur démarchage. Donc, ils utilisent vraiment ça pour pouvoir se démarquer. Et bien sûr, ben, quand on parle du développement économique, moi, je pense pas juste au développement, à la croissance de l'économie, mais aussi comment est-ce que l'économie en tant que telle peut devenir plus circulaire. Et quand on réussit à rendre le transport plus durable, plus circulaire, ben, le transport qu'on a besoin de faire pour la mise en œuvre de l'économie circulaire, pour prendre des ressources et les revaloriser, ben, il est plus efficace, il est plus abordable. Donc, l'économie circulaire crée une boucle vertueuse qui rend l'économie circulaire encore plus possible, abordable, résiliente. Et donc, c'est pour ça qu'on veut s'engager là-dedans, qu'on veut développer ça. Natacha. Oui, bien, peut-être pour mentionner qu'à la Ville de Montréal, l'unité responsable du développement de l'économie circulaire, c'est le service du développement économique. Fait que je pense que ce n'est pas le service de l'environnement ou le bureau de la transition écologique, c'est vraiment le service du développement économique. L'objectif étant, c'est qu'on voit vraiment l'économie circulaire associée aussi à la prospérité économique du territoire. Donc, pour nous, si on parle de mobilité seulement, si on réduit le nombre de véhicules sur la route en offrant différentes possibilités, soit de transport actif, de transport partagé, de toutes ces options-là, de micromobilité, etc., si on s'assure que la logistique est bien faite, qu'on n'a pas de camions vides, parce qu'on n'a plus le droit d'avoir des camions vides sur la route, je pense que c'est un péché. Donc, si on s'assure que tout roule bien, bien, on diminue, entre autres, les coûts de congestion, on diminue les coûts liés à l'entretien des infrastructures routières et au nombre d'infrastructures routières dont on a besoin. On diminue tous les coûts de productivité qui sont liés aux bouchons, etc. Donc, je pense que c'est important. La mobilité est vraiment importante pour la mobilité circulaire, c'est important pour la prospérité économique aussi d'un territoire. Mm-hmm. Puis si on s'attarde aux avantages de manière plus générale, quels sont les avantages que vous voyez pour vos organisations, mais peut-être aussi les avantages pour la collectivité d'implanter, de développer les stratégies de circularité à l'interne? Je peux y aller. Qui veut se lancer, Donc, Milo? moi, je dirais du point de vue de Bixi, en fait, c'est vraiment que la population tire une adhésion, en fait, à Bixi. Mhm. C'est-à-dire, on voit 500, 600 000 personnes qui l'utilisent, mais ça veut dire des ambassadeurs de Bixi. Je crois que les gens sont attachés au service et ils nous en font part. Ils nous transmettent. Je ne sais plus il y a combien de chansons qui parlent de Bixi. On fait partie de ce qu'est Montréal maintenant de plus en plus. Les gens l'ont vraiment adopté. Je trouve que c'est un outil qui appartient à la Ville de Montréal. Puis les gens, ils voient il y a une fierté qui est associée à l'utilisation de Bixi et à Bixi. Donc nous, ce que je dirais, c'est vraiment l'idée que c'est partagé. Les gens n'ont pas leur vélo nécessairement, ou un vélo, mais Bixi, c'est le vélo partagé de tout le monde. Ouais. Donc, il fait partie de plus en plus des symboles de la Ville de Montréal. Donc, je dirais que d'un point de vue de Bixi, c'est vraiment le fait que c'est un bien collectif de plus en plus qui a un avantage. Puis ça fait en sorte que les gens en parlent positivement, attirent d'autres gens dans le service. Donc, le service grandit de cette façon-là. Et la part modale vélo aussi grandit. Donc, si Bixi est passé à 600 000 en termes d'utilisateurs uniques, la part modale vélo dans les quartiers centraux de Montréal, où on est majoritairement, a aussi augmenté à travers les années. Donc, quand Bixi grandit, c'est la part modale de vélo aussi qui grandit. Puis plus il y a des gens qui l'utilisent, c'est plus les gens qui font du vélo puis qui se déplacent de d'autres manières qui sont plus durables, en fait, que se déplacer en véhicule, en auto-solo. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir, Julie? Je peux peut-être ajouter à l'Agence de mobilité durable le fait d'être durable, c'est dans notre nom, donc ça fait partie de notre ADN là, de tendre, d'avoir ce souci-là d'exemplarité dans nos propres pratiques, mais évidemment, il y a aussi des bénéfices pour la communauté dans son ensemble. Si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en lien avec nos équipements de perception, je pense que c'est intéressant parce qu'au départ, la préoccupation première, c'était de voir est-ce qu'on investit notre argent de la meilleure façon possible en rachetant toujours des composantes neuves.
Puis, ben, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres bénéfices, notamment environnementaux, au fait de ne pas constamment racheter des produits neufs. Donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant de mettre en relation les bénéfices pour l'organisation elle-même qu'elle peut aller chercher en mettant en pratique des stratégies de circularité. Puis, pour compléter sur ce point-là, je pense qu'on peut, c'est ça, on peut d'abord se donner nos propres, pardon, excusez-moi, aller y chercher des bénéfices pour nous-mêmes, puis ensuite en faire valoir aussi les bénéfices pour Prêcher la par l'exemple collectivité dans ensuite. son ensemble. Oui, 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 tout à fait. Ben, pour une ville, Natacha? c'est sûr qu'il y a plusieurs bénéfices à avoir une mobilité plus circulaire. On pense à la sécurité des routes, on pense à tout ce qui est la qualité de vie, on pense au bruit, aux nuisances, etc. Donc, que peut amener l'augmentation des véhicules, de la logistique. Quand on parle de logistique décarbonée du dernier kilomètre, bien, on vient dans des quartiers vraiment améliorer une qualité de vie, et assurer une certaine sécurité. Donc, il y a énormément d'avantages à une économie, une mobilité plus circulaire. Une optimisation de l'espace aussi. Oui, puis effectivement, c'est une l'espace ressource public, limitée. l'espace public qu'on peut utiliser à d'autres, surtout quand on pense qu'un véhicule est souvent stationné 95 du temps. Donc, je pense qu'avec l'espace public, on pourrait faire beaucoup de choses qui pourraient profiter à davantage de citoyens. Donc, ça, c'est le genre d'activités, ou en tout cas, surtout même la mutualisation des stationnements. Quand on parle de toutes ces activités-là, on a plusieurs entreprises, ça fait des îlots de chaleur, ça fait plein de les stationnements, on le sait. Donc, si on peut mutualiser quelqu'un qui a besoin d'un stationnement le soir, l'autre qui en a besoin le jour, bien, qui peuvent prendre le même stationnement, mais ça nous permet vraiment de venir diminuer l'espace public nécessaire ou même l'espace privé nécessaire pour accueillir ces véhicules-là qu'on a besoin quand même pour notre mobilité, etc., mais qu'on pourrait peut-être utiliser l'espace public ou privé à d'autres escients. On pourrait peut-être construire, on parle de la crise du logement, mais peut-être que ça pourrait devenir des habitations, etc. On libère de l'espace. Donc, c'est important, toute cette logistique-là, cette idée-là de mobilité circulaire peut amener des bénéfices vraiment larges et vastes pour une collectivité. Gabriel, est-ce que vous souhaitiez Oui. ajouter? Donc, comme j'avais mentionné tout à l'heure, où l'économie circulaire facilite l'économie circulaire, une des choses que j'aime bien, c'est que vu que c'est un secteur à partir duquel les valeurs environnementales sont vraiment présentes dès le départ, ça donne aussi vraiment toute une opportunité de démontrer qu'une logistique plus durable est possible. Donc, beaucoup des projets, des initiatives, des startups ancrés dans l'économie circulaire adoptent dès le départ des pratiques de logistique plus durables. Je peux penser par exemple à des systèmes de consignes, de logistique inversée ou de récupération. Dans la consigne, il y a la coop de solidarité Retourne-y qui, dès le départ, voulu montrer que c'était possible de déplacer leurs contenants, qui sont des contenants réutilisables, les déplacer à vélo. Et donc, ce faisant, justement, ils anéantissent la plupart de toutes les nuisances, de tous les impacts, les externalités négatives du transport sur nos communautés locales, sur nos milieux de vie. Et en faisant cette démonstration qu'un transport plus durable, ou des fois même aussi un transport mutualisé, sans avoir nécessairement des véhicules zéro émission, mais simplement en réussissant à combiner les opérations, en réussissant à collaborer ensemble, faire cette démonstration que c'est possible de le faire, bien, ça montre l'exemple à d'autres acteurs dans l'économie et ça les aide justement à faire cette transition-là parce que je pense qu'on va le voir tantôt, c'est pas tout le temps facile de faire cette transition-là. On a besoin que cette démonstration soit faite. Ce sont là les avantages. Puis justement, parlons-en. C'est pas toujours facile. Il y a quand même certains enjeux économiques, notamment. Avant de passer aux questions du public, ce serait peut-être ma dernière question. Quels sont les enjeux pour les acteurs de la mobilité à l'heure actuelle d'intégrer des stratégies de circularité? Mais je pense un peu, je vais reprendre ce qui a été dit. La question de l'espace, en fait, puis la mutualisation des équipements et du territoire et du point de vue de Bixi, mais d'autres partenaires également, un des aspects les plus importants, et surtout, on parle d'une ville de Montréal qui est en changement. On veut plus d'habitation, on veut plus
différents types d'usage du territoire. Cependant, tout rentre un peu en conflit. Donc, Tout le monde tire de son tout côté. le monde veut avoir une C'est ça. portion. Donc, c'est évident que les partenariats qu'on peut avoir avec l'agence, avec d'autres OPTC, par exemple, sont pour nous inestimables, en fait. Un des projets qu'on met de l'avant, en fait, c'est un projet de Carrefour où on vient un peu réinvestir des espaces non construits ou sous-utilisés, des espaces vacants. Donc, on a cette démarche avec l'agence, on a une autre démarche à côté, plus Bixi avec des espaces de la Ville de Montréal. Donc, pour nous, la question de l'occupation du territoire, l'occupation de l'espace, elle est primordiale. Puis, Bixi grandit, on ne peut pas toujours prendre plus de place. Donc, on va devoir partager mieux l'espace avec les différents acteurs, avec la Ville de Montréal, entre autres, et s'assurer de pouvoir développer ce genre de partenariats qui vont améliorer au niveau opérationnel l'efficacité de Bixi. Mhm. Donc, les citoyens vont en bénéficier. Mhm. Et donc, c'est la roue, le cercle vertueux qui est Ça mentionné. tourne. J'aurais envie de rebondir là-dessus. En fait, de notre côté, c'est sûr que c'est une préoccupation importante pour nous, l'utilisation de l'espace et notamment l'espace qu'on consacre traditionnellement au stationnement. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis, surtout l'espace en bordure de rue, que c'est dédié à du stationnement puis qu'on ne peut pas nécessairement y mettre autre chose. Mhm. Et donc, on est toujours dans une posture où on doit démontrer les bénéfices qu'on associe au fait d'allouer ces espaces-là à un autre usage que celui de stationner des véhicules personnels. Donc, je pense que ça, c'est quand même un enjeu. De plus en plus, on se développe des outils pour le faire. D'ailleurs, on travaille fort là-dessus à l'Agence de mobilité durable, mais ça reste que c'est un exercice là, de persuasion, si on veut. Là, on doit quand même convaincre les gens que parfois le meilleur usage de la bordure de rue, même si c'est devant chez eux, ben, c'est peut-être pas pour stationner leur véhicule personnel. Mhm. Tout à fait. Gabriel? Justement, on ne va pas se mentir que faire cette transition, mettre en place ces changements-là, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Surtout si, par exemple, moi, je suis un acteur dans l'économie qui doit collaborer avec d'autres acteurs qui font essentiellement la même chose pour qu'on soit compatible, ben c'est souvent mes compétiteurs. Et en compétiteurs, on n'a pas toujours le réflexe de collaboration. Donc, lorsqu'on doit mettre en place des partenariats pour, par exemple, mutualiser le transport, on doit beaucoup travailler la confiance. Ben, Coop Carbone, c'est ce qu'on a réussi à faire au tout début du confinement en 2020, où, tu sais, ça a commencé dès la première semaine. Tous les commerces étaient fermés. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Ben, tout de suite, on est entré en partenariat avec des compagnies de livraison à vélo à Montréal qui ont réussi à mutualiser leurs opérations. Donc, on a un petit peu aidé à orchestrer le partenariat. Et c'est des compagnies qui, normalement, ce monde-là, se serait jamais vu la face, puis qui maintenant se retrouvent justement à des 5 à 7, des réunions autour de la table pour repenser la logistique urbaine autour de changements à prévoir tels que la piétonisation du Vieux-Montréal. Donc, amener ces joueurs-là à collaborer, instaurer cette culture-là aussi, ça peut avoir des défis techniques. Des fois, ça peut être des systèmes qui doivent pouvoir se parler, mais les intégrations ne sont pas là ou ils ne travaillent vraiment pas au même niveau de technologie. Des fois, c'est des questions de sécurité parce que le partage des données nécessaires pour travailler ensemble, bien, ce sont des données sensibles. Puis des fois, il y a vraiment toute un tas de cases à cocher qui ne sont pas encore prêtes, pas encore développées dans les services qui doivent soutenir ces partenariats-là. Par exemple, dans l'autopartage, je sais que des produits d'assurance pour des véhicules partagés, ça n'existe pas partout. Et dans certains cas, bien, beaucoup, comme une auto, mais aussi les véhicules de locomotion, il y a des remorques à vélo puis des voitures, bien, les produits d'assurance ont dû être développés. Puis je peux vous en faire toute une liste dans le fond. Mhm. C'est juste des obstacles à surmonter. Ouais. Puis ces problèmes-là ont des solutions, mais il faut les connaître dès le départ. Mhm. Il y a un certain arrimage à faire avec plusieurs autres secteurs pour que l'offre se développe en conséquence, effectivement. Oui. Natacha, j'imagine que c'est quelque chose que vous observez aussi. Oui, de la ville. effectivement. Ben, moi, j'aimais beaucoup tantôt lorsque Gabriel mentionnait qu'il y avait l'économie circulaire dans le cadre de la mobilité, mais également la mobilité circulaire au service de l'économie circulaire. Puis comme tu t'as mentionné, Retourne-y, mais moi, je vois, ça fait 10 ans maintenant et plus que je travaille sur l'économie circulaire, qu'en tout cas, je m'y intéresse et que je m'y passionne. Et ce que je me dis, c'est qu'à Montréal, on est chanceux. On est quand même un leader en économie circulaire. On a énormément d'organisations, d'initiatives.
dont le modèle d'affaires est basé sur l'économie circulaire. La problématique qu'on voit, c'est la mise à l'échelle de ces initiatives-là. On a plein de belles petites initiatives, mais qui sont très locales. Et souvent, pour la mise à l'échelle, qu'est-ce qui arrive? C'est où le problème? C'est la logistique. Et là, c'est là que cette mobilité-là circulaire est importante. Donc, oui, effectivement, c'est difficile, puis ça prend, comme on le mentionnait, ça prend toute une chaîne à développer, etc. Il y a des maillons manquants encore, mais c'est un peu ça le rôle d'une ville, puis de tous les acteurs ensemble, c'est d'y travailler pour aller combler ces maillons manquants-là, puis s'assurer qu'on a toutes les solutions selon le projet ou le produit, etc., qu'on veut voir. Puis, il y a tellement de bénéfices économiques et bénéfices aussi autres à l'économie circulaire, juste quand on parle d'optimisation, etc. Donc, les entreprises ont souvent un bénéfice à y voir. Tu sais, si on parle de mutualisation de stationnement, quand on pense au coût du pied carré à Montréal des terrains, bien, déjà là, on a un bénéfice qui est quand même peut-être considérable. Donc, je pense que les gens, les entreprises, c'est juste qu'il faut voir un peu différemment, puis c'est ça qui est long, c'est ça qui prend du temps parce qu'il faut... C'est pas, on n'a pas des experts d'économie circulaire dans l'ensemble des entreprises, donc il faut essayer d'amener justement c'est quoi le concept, mais souvent on en fait de l'économie circulaire sans le savoir quand on optimise les opérations, etc. C'est juste qu'on ne s'est jamais assis pour faire un genre d'audit puis dire comment on pourrait améliorer nos processus, nos façons de produire, etc. Fait que c'est là qu'il faut travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose? Ça fait pas mal à toi. Ben, moi, je trouve Julie? juste que ce que Natacha vient de dire, c'est vraiment un des constats clés qu'on a fait de notre côté aussi quand on s'est intéressé à la question de l'économie circulaire. En mobilité, c'est pas souvent une thématique dont on entend parler ou dont on est informé, mais quand on commence à se pencher sur la question, on réalise que ben, c'est déjà quand même assez intégré dans plusieurs de nos activités de mobilité, les pratiques de circularité. Oui, puis il y a peu de littérature aussi sur le sujet encore. Là. C'est pas... Comme je disais, on s'attarde beaucoup au secteur qui génère beaucoup de matière. C'est visuellement frappant, la construction, l'alimentaire, tout ça. Mais la mobilité, comme on l'a vu, est quand même un secteur... Comme je vous disais, on est en train de faire l'indice de circularité pour Montréal. Là, je ne peux pas vous dévoiler des résultats, mais ce que je peux vous dire sur la mobilité, c'est que c'est vraiment le secteur qui va nous permettre de réduire le plus, en tout cas au moins notre empreinte carbone. Là, si on double notre circularité, ça va vraiment venir vraiment réduire notre empreinte carbone. Et tout le reste, donc, ça va être un secteur qui est majeur si on veut doubler notre circularité. Quand même, quand même. Ça fait pas mal... Oui, Gabriel? Oui, juste pour pouvoir supporter ce que Natacha dit. Le monde, il risque d'avoir des fois un certain a priori quand on parle justement d'économie circulaire puis de mettre en place les réseaux logistiques nécessaires pour déployer cette circularité, comme si on allait doubler la quantité de transport qui se passe dans l'économie, mais ce n'est pas du tout le cas. Et souvent, le bénéfice de réemployer une matière est nettement plus grand qu'en extraire une nouvelle. Par exemple, dans les plastiques, bien, ce qu'on sait... pas très, très souvent, ce qui n'est pas répandu, c'est que 90 de l'impact GES d'un plastique sur son cycle de vie est lié à sa production. Le simple fait de devoir le fabriquer. Alors, le recyclage de plastique, quand on arrive à le faire, bien, ce recyclage, il a un impact quand même très important. Sinon, j'avais un autre exemple, mais je pense que je suis en train de perdre mon idée. Donc, en fait, ce que tu disais, ce qui était vraiment important, c'est que beaucoup de personnes font de l'économie circulaire sans même s'en rendre compte. Je dirais, tu sais, dans les années 60, là, le gars qui va voir son boss à la compagnie de distribution de papier qui dit « Hey, boss, j'ai une idée, avec ça, on va réussir à faire plus avec moins. » Ben, c'est ça, l'économie circulaire. Puis le monde... Je pense que ce dont on ne se rend pas compte suffisamment, c'est que l'économie circulaire, c'est la plus belle juxtaposition des intérêts purement économiques, d'être efficace, d'être rentable avec les intérêts environnementaux. Donc, réussir à satisfaire les deux exigences, c'est à travers l'économie circulaire qu'on arrive à le faire, parce que c'est pas vrai qu'avoir des pratiques éco-responsables, ça veut dire payer plus cher. Pas du tout. Vous êtes convaincus et convaincants. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on est rendu peut-être à prendre des questions du public. Je suis convaincue que vous en avez. Donc, à la fois ceux et celles qui sont dans la salle, mais aussi si vous êtes avec nous en web diffusion, c'est le moment, si vous avez une question pour un ou encore tous nos panélistes à l'avant, on vous invite à la poser, soit en ligne, soit ici en prenant le micro, tout simplement. Est-ce que j'ai une question dans la salle? Oui. J'ai une main levée ici.
Bonjour. Moi, la question, c'est plus pour Bixi. Tu en as parlé rapidement, mais tu parlais des ateliers pour réparer les vélos. Puis à un moment, quand il y avait, je dirais, il y a peut-être 10 ans, un petit peu moins, là, quand on parlait de vélos électriques, trottinettes ou autres, c'était très jetable, là. Donc, je voulais voir un peu, est-ce que vous avez une part de vélos que vous réparez? Est-ce que vous avez un peu de statistiques là-dessus? Est-ce que, justement, vous êtes capable d'en réparer beaucoup ou chaque année, il y a des gros camions qui partent de vélos qui partent à la décharge, là? Bonne question. Donc, Bixi Montréal, il faut comprendre, ça fait 15 ans. L'année dernière, on a célébré les 15 ans. La majorité des équipements, donc des stations, des vélos, des points d'ancrage, datent de l'origine. Donc, les équipements ont duré, perduré. Là, on passe à travers la période où on doit mettre à niveau, changer, mais il y a quand même disons, au niveau de durée de vie utile, on a quand même pu vraiment les garder dans le temps. Aujourd'hui, on est en train de se redéfinir, Bixi comme organisation, avec des projets comme le vélo d'hiver, des projets comme l'électrification, mais aussi sur comment est-ce qu'on réussit à réutiliser, recycler les vélos. On n'a pas eu encore à le faire, puisque c'est les mêmes vélos que depuis le début, mais on a cette réflexion-là, en fait, notamment du côté des vélos à essence électrique, les batteries, le recyclage des batteries. On commence à avoir cette discussion, mais comme le mentionnaient les collègues sur le panel, je pense qu'il y a l'idée de la connaissance encore qu'on est en train de développer. Oui. À ce stade-ci, on développe notre connaissance par rapport à ça. À l'origine, notre service, c'est offrir des vélos à la population. Puis on est en train de se diriger vers comment est-ce qu'on peut réutiliser les équipements, mieux utiliser les vélos à essence électrique. Qu'est-ce qu'on fait avec l'équipement? Quand je parle d'équipement, je parle vraiment technologique, comme les vélos, les stations. C'est la réflexion dans laquelle on est en ce moment. Et on a quand même des cyclochromes qui travaillent avec nous, qui réparent des vélos. Donc oui, la majorité des vélos sont réparés et réutilisés à chaque année. Évidemment, c'est le cadre qui reste depuis le début. Le reste des pièces ont été changées depuis, mais on réussit quand même à avoir un très, très haut pourcentage d'équipement qui a été récupéré et recyclé à travers les années. Là. Super, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne avec une question reçue en ligne. On parlait d'optimisation de l'espace et de sécurité routière. En ce qui concerne la mobilité des véhicules lourds, par exemple, est-ce que c'est aux municipalités de s'adapter à l'industrie ou encore à l'industrie de s'adapter aux municipalités? Et est-ce que c'est complexe pour les municipalités d'imposer cette adaptation? Ouf, je ne travaille pas au service de l'urbanisme et de la mobilité, donc je ne veux pas non plus parler pour mes collègues. Mais ce que je dirais, c'est que c'est quand même, on vit dans une collectivité. Donc, il faut s'assurer qu'on réponde ou on offre des solutions. Je pense que les municipalités ont un rôle à jouer, mais je pense que l'industrie aussi a un rôle à jouer. Je pense que c'est vraiment avec la collaboration. Est-ce qu'il va falloir... Tu sais, on a déjà certains règlements. Il y a certains règlements qui encadrent quand même les véhicules lourds, etc., mais même les passages ou les horaires de livraison, il y a plein de règlements. Donc, c'est vraiment de voir comment on peut optimiser peut-être avec de l'encadrement, certes, mais aussi un cadre bâti, des solutions. On a l'Agence de mobilité durable, on a des entreprises comme Coop Carbone qui viennent justement travailler avec l'industrie pour trouver des solutions pertinentes. C'était difficile, les livraisons du dernier kilomètre dans le centre-ville. Bien, le petit mini-hub logistique est venu justement aider. Donc, c'est vraiment, je pense, il faut être innovant. C'est pas toujours facile parce que c'est ça, on a un cadre bâti qui est, presque complètement bâti. Fait qu'on ne peut pas recommencer à zéro. Fait qu'il faut jouer avec les cartes qui nous ont été données, puis jouer la meilleure main qu'on peut jouer comme ça. Mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que va falloir quand même parfois réglementer pour accélérer le changement, je pense. Mais je pense que ça se fait beaucoup en collaboration. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un souhaitait ajouter un complément? Tout est dit. Oui, parfait. Est-ce qu'on avait une autre question dans la salle? Si oui, vous pouvez lever votre main. J'en vois pas. Sinon, je peux poursuivre avec une question qu'on a reçue en ligne. Est-ce que la mobilité circulaire en partage de vélos et d'auto attire d'autres joueurs que Bixi ou Communauto à Montréal dans une perspective d'affaires? Est-ce qu'une rentabilité économique est au rendez-vous en 2024? Ça s'adresse à... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une idée d'entreprise qui explore son marché. C'est ça. Ouais. Est-ce que j'ai ma chance? Moi, je sais qu'on a compétitionné. Oh, excuse-moi.
il y a eu pendant un certain temps Communauto et Car2Go à Montréal. Ouais. Bien sûr, le gagnant, on sait c'est qui. Mais je dirais, c'est juste mon expérience personnelle. Moi, j'entends parler beaucoup de services de vélo-partage, d'autopartage dans d'autres villes aux États-Unis. Il y a des villes qui essayent dès le départ de favoriser plusieurs joueurs plutôt qu'un seul en se disant peut-être qu'il va y avoir un meilleur modèle qui va émerger. Mais dans certains cas, c'est vrai. Mais dans d'autres cas, le simple fait d'avoir un programme, un joueur, puis de se dire, même s'il y a des imperfections, on va vraiment tout faire en sorte pour que ça fonctionne. Je pense que c'est ce qui a réussi à nous donner justement des grands succès comme Bixi. Puis la question de la rentabilité économique pour Communauto, personnellement, je ne la questionne absolument pas. Pour moi, c'est une compagnie qui est très rentable. Et pour Bixi, je ne sais pas c'est quoi les derniers chiffres, mais si on avait à évaluer dans le calcul la part en dollars, les économies, les externalités dans le fond, donc l'impact de l'auto-solo sur la dégradation de nos routes, sur la santé, sur les accidents, etc. Si ça, là, ça rentrait dans les états financiers de Bixi, ce serait une des entreprises de mobilité les plus lucratives de la province. Je ne suis pas impartial là-dedans, évidemment. Mais je dirais qu'en termes de services à la population, Bixi en donne beaucoup dans la croissance. La ville met des équipements, achète des équipements. Comme je mentionnais à la réponse à la question, on parle des mêmes équipements qui durent depuis le début. Donc, la qualité des équipements, a été éprouvée. Et je ne pense pas que dans les modèles qu'il y avait ou dans les autres compagnies qui existent, il n'y a pas toujours le même souci de le long terme. Il n'y a pas nécessairement ce souci du long terme. Si la rentabilité, cette année, l'année prochaine, est le premier souci. Oui. Ça répond à la question, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle qui est émergée entre-temps? Toujours pas. Parfait. Donc, je poursuis. Est-ce qu'on connaît plus sur le cycle de production de Bixi? Est-ce qu'on en connaît plus, j'imagine, sur le cycle de production de Bixi? Elles sont produites à quel endroit? Merci. J'imagine qu'on parle des vélos. Oui. Bixi est une organisation essentiellement québécoise dans la technologie. Tout ça part d'une compagnie québécoise en termes de technologie des équipements, donc le software, le logiciel. On parle aussi dans le hardware, les équipements, le vélo, la station, c'était québécois, PBSC aussi à l'origine. Et c'est Cycle de Vinci au Saguenay qui fabrique les équipements. Donc, au niveau économie locale, on se retrouve à avoir le Québec est bien représenté, disons. Oui. Ouais. Ils n'arrivent pas de très loin. Non, c'est ça, finalement. essentiellement. Je pense que ça répond à la question. Oui, Gabriel? Un petit fait peu connu, mais de Vinci, justement, notre fleuron de l'industrie cycliste locale, a sorti il y a quelques mois un modèle de vélo cargo pour la livraison de colis commercial qui ont mis dans les mains de Purolator à notre hub Colibri. Donc, moi, je trouve ça super le fun de voir des solutions de circularité, de continuer à progresser. Puis d'ailleurs, les Bixi, je travaillais dans l'industrie cycliste, en magasin de vélo, quand le programme a commencé. Puis quand j'ai entendu parler du programme, je me suis dit, ah non, impossible de mettre des vélos partagés entre tout le monde, ça va briser tout le temps, personne va. Ça va coûter super cher d'entretien. Mais quand j'ai vu les Bixi, quand j'ai vu la manière, la sélection des composantes pour que ça dure longtemps, que ça soit facile à réparer, j'ai été instantanément rassuré. Puis je pense que les preuves se sont faites avec leur durée de vie. On pourrait presque dire l'éco-conception de produits. Je pense que C'était de l'éco-conception, exactement. Un bon ambassadeur de Bixi, Gabriel. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce sujet? Non? Non, ça fait le tour. Excellent. Alors, merci beaucoup encore à tous les quatre. Merci d'avoir participé à ces échanges aujourd'hui. Merci aussi à l'Agence de mobilité durable qui a organisé cet événement et merci évidemment à vous toutes et tous d'avoir été présents à la fois dans la salle et en web diffusion. D'ailleurs, avis à tous nos habitués, mais aussi à ceux qui étaient peut-être à leur premier panel et qui ont apprécié le sujet d'aujourd'hui. Il y a plusieurs autres panels à venir en 2024, donc on vous invite à rester à l'affût des réseaux sociaux de l'Agence de mobilité durable pour en savoir plus. D'ailleurs, vous pouvez toujours consulter le mot-clic pour ne rien manquer des nouvelles des événements de l'Agence.
donc RDV, Agence Mobilité sans accent, MTL. Pour ceux qui sont avec nous, si vous souhaitez rester un peu pour discuter, réseauter, il reste encore des bouchées. Donc, profitez-en, venez nous retrouver à l'arrière. Et sinon, au plaisir de vous retrouver et bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci.